Hello les amis, c'est Gigi. Bienvenue dans la saison 2 de Real Talk, Real Shit, le podcast. Alors oui, c'est la saison 2 et grâce à vous, j'ai pu continuer et je continuerai à réaliser mes rêves. Alors un grand merci pour tous ceux qui sont abonnés jusqu'à maintenant à cette chaîne et qui continuent de me soutenir en regardant tous les épisodes. Je vais également prendre le temps de vous demander de partager mes épisodes en continu parce que plus ma communauté grandit, plus je serai en capacité d'inviter des personnes beaucoup plus influentes et d'avoir des discussions qui vous intéressent. Donc je compte sur vous comme d'habitude. Cliquez sur abonner, cliquez sur activer la cloche. Comme ça, vous pouvez connaître toutes mes nouveautés et toutes les nouvelles vidéos. D'ici là, prenez grand soin de vous et maintenant, place à l'épisode. C'est ça. Est-ce que tu es partie ou est-ce qu'on t'a viré? Parce que c'est ça la question. Alors, j'ai voulu partir et on a fini par me virer. Trop général. Et je me disais, mais en fait, si on a des choses à reprocher à mon travail, je veux pas qu'on me dise des choses un peu vagues du style, c'est un peu conciliant vers le gouvernement. Du style, c'est un petit peu bateau. Sans exemple concret. Sans exemple concret. Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Real Talk Real Shit. Aujourd'hui, je reçois une personne que j'aime beaucoup sur les réseaux sociaux et j'ai le plaisir aujourd'hui de la rencontrer en face-to-face. Elle est journaliste indépendante, elle est fondatrice du média Beyond the Noise, elle est ancienne correspondante France 24 et présentatrice Euronews, mais elle est également épouse et mère d'un bout de chou qui fait fondre toute la toile. Donc je reçois aujourd'hui Hanan Ferjani. C'est parti pour l'interview. Bonjour Hanan. Bonjour Gigi. Comment vas-tu? Écoute, ça va. Je suis très contente d'être là. Merci de m'inviter et de m'offrir l'opportunité de causer. J'aime beaucoup parler, tu sais. Ah, c'est bien. Donc on est deux et tu aimes bien parler de sujets intéressants. Écoute, j'espère. Autant que faire se peut, ouais. Ok. Ouais. Et sur une échelle de 1 à 10, comment tu te sens là? Là, aujourd'hui, Oui. pas À ce mal. moment présent. À ce moment présent. Ouh, tu commences déjà... tu vois, on va aller tout de suite dans les trucs profonds. Non, je dirais 7. D'accord. 7, 8. Non, mais quand tu as dit que tu étais contente d'être là, je me suis dit, elle allait me donner 9 et tu me donnes un 7. Non, je suis très contente d'être là, mais quand tu dis comment tu te sens à ce moment présent, je pense à d'autres choses et du coup, après... Mais on va dire 8. Mais 7, c'est bien. 7, c'est bien. 7, 8. C'est bien. On a, donc j'ai établi ici un jeu. Donc j'ai 2 jeux à la fin de l'émission. Et le premier jeu, c'est que je demande à l'invité de poser une question ou de donner une citation pour le prochain invité. Ouais. Donc, voici la citation qui t'est donnée. Donc je vais te lire la citation qui vient d'un précédent invité et tu vas me donner ton point de vue ou tu vas me dire ce que ça t'évoque. Bref, tu me dis qu'est-ce que tu en penses. D'accord. Ok ? Donc la citation, c'est « L'homme est comme le soleil, la femme est comme la lune. » Tu as 4 heures. Qu'est-ce que ça m'évoque? Qu'est-ce que ça m'inspire? C'est une jolie citation, on peut dire ça. Après, moi, je suis pas la personne qui est le plus... qui aime complètement catégoriser les genres comme ça, même si je sais que... Et j'y connais pas grand-chose, hein, je suis pas très Christo et astre. Mais qu'effectivement, il y a beaucoup de similitudes entre la femme et la lune, par rapport au cycle, par rapport à ce qu'on ressent dans son corps en fonction de la pleine lune. Mais j'avoue que comme je suis pas très à l'écoute et pas très experte de ça, j'ai pas beaucoup de connaissances sur le sujet. Mais c'est une belle citation, on peut dire ça. Donc, à part le fait que c'est une belle citation, ça t'inspire pas grand-chose. En fait, je sais pas, est-ce qu'il a expliqué un petit peu ce qu'il voulait dire? Oui, il a expliqué, mais je peux pas donner Ah, tu peux pas me donner de... Non. Mais c'est une belle citation. Let's move on. Je suis désolée d'être décevante. Hein. Non, That's fine. La seule chose que ça m'inspire, c'est effectivement le lien entre la lune et la femme par rapport à tout ce qui est, enfin, pas que biologique, mais aussi à son état moral, à son humeur. Je sais qu'on est très, très calqué sur la lune et comment la lune évolue. Après, pourquoi l'homme, le soleil? J'imagine parce que c'est l'autre. Ah, je peux rien dire, Anna. Ah, tu peux rien dire. Ouais. Du coup, c'est pas un jeu, c'est une devinette. Ah non, ce n'est pas une devinette. L'idée, c'est vraiment que tu dises ce que ça t'évoque ou ce que tu en penses. Ce que tu as dit, c'est que tu trouves que c'est très joli comme citation. Après, t'es pas
plus intéressée ou tu ne t'es pas plus renseignée. Je me suis pas plus renseignée, voilà. Donc, tu peux pas, aller plus loin. Donc, je retiens que tu estimes que c'est une très belle citation. Voilà. Ok. Et qui, je pense, pour quelqu'un qui est un peu plus proche des astres et qui connaît les astres, peut-être que ça serait plus parlant. Ça marche. Voilà. Ok. Alors, Anna, j'ai évoqué. Je suis honnête. On est là pour ça ici, c'est Real Talk, Real Shit. Exact. Donc, si tu es honnête, tout va bien. Cool. J'ai évoqué pendant l'introduction que tu étais donc correspondante France 24. Moi qui te suis et qui t'ai vue il y a quelques années, ça fait pas très longtemps quand même, sur France 24. Je me suis dit il y a quelques temps, je la vois plus sur France 24. Mais bon, en même temps, ça fait pas très longtemps qu'elle a eu son bout de show, etc. Donc, je pense que ce que tout le monde veut savoir ici, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec France 24 ? Alors ça c'est une vraie question. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a peut-être je pense qu'il y a deux réponses à cette question et à cette préoccupation que quelqu'un peut avoir si jamais il me suit. C'est que bon, déjà, effectivement, je pense que c'était un bon timing pour moi de sortir de la correspondance France 24, qui était quand même assez prenante. Les attentes sont très importantes quand on est correspondant, surtout pour un bureau d'Afrique de l'Ouest, qui est quand même un des plus grands bureaux d'Afrique. Un des plus grands bureaux du continent même. Okay. Ça reste une petite équipe, mais il faut beaucoup produire. Et puis, l'Afrique francophone est quand même le public qui suit la chaîne. Et donc, du coup, il y a énormément d'attentes, il n'y a pas de week-end. Bon, c'est normal, je suis pas en train de me plaindre de quelque chose qui est finalement assez naturel dans ce domaine-là. En général, quand tu es journaliste, de toute façon, de terrain, tu travailles beaucoup. Mais étant donné que je fais ce métier depuis 13 ans maintenant, je pense que ça arrivait à un moment où j'avais déjà fait du terrain pendant quelques années. J'aimais ça, mais je voulais quelque chose un petit peu plus quadrillé. La possibilité d'avoir des moments un peu plus pour moi, et puis plus de work-life balance, tu vois. Enfin, je suis désolée, je fais toujours des anglicismes. Voilà, d'équilibre travail, vie perso, quoi. Ouais. Et justement, je pensais à la maternité aussi. Donc, dans ces moments-là, tu te dis, est-ce que c'est pas mieux quand même que je sois dans un environnement qui soit moins stressant, surtout quand tu commences à vouloir concevoir. Oui, après, je suis pas sûre que le journalisme indépendant, c'est moins stressant. C'est pas moins stressant. Mais c'est vrai que je suis quand même ma propre patronne. Oui, il y a cette... c'est une autre charge mentale. Mais il y a quand même aussi cette... c'est gratifiant d'une autre manière, tu vois. Donc ça, c'est la première chose. Donc déjà, c'était des questions que je me posais avant même de partir. Et après, il y a eu d'autres raisons que j'ai pas... Ça fait quoi ? Ça fait 2 ans maintenant ? 1 an et demi, si je me trompe pas. J'aurais dit plutôt un an. Non, pardon, 1 an et demi, c'est ça. 1 an et demi, j'en ai jamais parlé et pourtant, je me suis posé la question. Parce que... et j'ai un mari qui est beaucoup plus va-t-en-guerre que moi, qui était un peu en mode... Tu arrêtes de cacher les choses, tu vas en parler, au contraire, tu vas faire tous les plateaux télé et tu vas parler de ce qu'il y a eu comme problème. Alors, attends. Pause. Qu'est-ce que tu vas dire ? Je suis au suspense. C'est ça. Est-ce que tu es partie ou est-ce qu'on t'a virée ? Parce que c'est ça la question. Alors, j'ai voulu partir et on a fini par me virer. Pour être honnête. Déjà, félicitations de le dire, parce que moi perso, je sais, c'est hyper courageuse. En fait, quand je te dis ça comme ça, ça donne pas vraiment ça t'explique pas vraiment l'histoire, parce que c'est vraiment une démission suivie presque d'un licenciement, entre guillemets. Mais, oh, waouh! C'est un truc bizarre. Voilà. D'accord. Bon, en fait, pour faire court, parce que c'est une longue histoire, ce qui est bien quand on travaille pour France 24 en tant que correspondant, c'est qu'on a toute cette légitimité. Il y a énormément de yeux qui vous regardent. Ça fait grandir ta visibilité. Les gens te connaissent et ils te suivent et ils suivent ton travail. Donc ça, c'est très gratifiant et ça, j'ai beaucoup aimé. Et je ne vais pas cracher dans la soupe. Ça m'a beaucoup apporté de travailler pour cette chaîne-là. Ce qu'il faut savoir et ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que France 24, comme beaucoup d'autres chaînes internationales, passe par des boîtes de production pour recruter leurs correspondants. C'est-à-dire que je suis pas, en tant que correspondant, je suis pas employée de France 24. Je suis employée d'une boîte de prod qui, elle, a obtenu un appel d'offres en fait. Et qui, du coup, a la correspondance de France 24 sur telle ou telle zone qui sont découpées d'une manière un petit peu opaque. Et qui souvent c'est une sorte de pérennité de contrat. Ça fait un petit moment que ces boîtes de prod sont sur ces terrains-là. D'ailleurs, il y a eu plein de petites choses autour de toutes ces zones Afrique de l'Ouest que si tu cherches sur Internet, tu peux trouver pas mal de petits polémiques et de controverses. Quoi qu'il en soit, j'ai bossé pour une boîte de prod que je ne nommerai pas parce que
Pas parce que j'ai envie de les protéger, mais parce qu'ils valent pas le coup. Okay. Ce qui est un peu embêtant dans ce système-là, c'est que en fait, tu bosses avec France 24, mais en même temps, France 24 te doit pas grand-chose non plus. Tu vois ce que je veux dire? T'es leur visage, tu leur appartiens entre guillemets, mais tu peux pas vraiment te tourner vers eux en termes de ressources humaines. Et t'as un statut qui est finalement un peu précaire parce que t'es correspondant, mais t'es pas staff. Comme beaucoup de journalistes, encore une fois, dans d'autres organisations. Et moi, j'ai eu à un moment donné, alors à raison, à tort, je travaillais en binôme avec un de mes collègues que j'aime beaucoup, qui lui est français. Parce que moi, je suis d'origine nigérienne. Enfin, je suis nigérienne, pardon. J'ai grandi en Afrique de l'Ouest. J'ai pas de passeport français. Je m'exprime comme ça, mais ça s'arrête là. Ah bon? Tu n'as pas de passeport français? Point du tout. Ah, ok, intéressant. Et donc du coup, si tu veux, donc mon binôme français et moi, je faisais donc j'étais le visage principal. Je faisais mes hits, mes lives en français et en anglais puisque je suis bilingue. Et donc on avait une sorte d'équipe qui fonctionnait plutôt pas mal. Et on travaille donc avec la rédaction, notamment le Journal de l'Afrique, à qui on propose des sujets, ils nous en demandent, et puis voilà, c'est un échange des conversations pour aussi choisir un petit peu l'agenda éditorial. Et en fait, il faut savoir qu'à un moment donné, ils étaient eux en sous-effectif à Paris. Okay. Petite équipe, pas assez de monde pour regarder, pour gérer un petit peu est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Et nous, on faisait énormément de choses. On faisait à la fois du news, mais aussi les longs. Parce que sur France 24, t'as des billets retours qui ont des plus longs formats, tu as des reporters qui sont des plus longs formats. Et donc, tu fais un petit peu, tu fais du news, mais tu fais aussi d'autres choses. Et en fait, on est arrivé à un moment donné où des personnes dans l'équipe à Paris n'étaient pas satisfaits de notre productivité. Et au-delà de notre productivité, n'étaient pas satisfaits de certains sujets qu'on faisait. Ah. Et il se passe un truc, c'est que une des personnes qui est donc pas rédactrice en chef, mais qui a un rôle un peu hybride parce qu'il y a ils sont en sous-effectif, du coup c'est elle qui surveille un petit peu les papiers, les choses comme ça. Fait un feedback à celui qui chapeaute un petit peu les correspondants et dit qu'en gros on n'est pas à la hauteur. Okay. Sans nous en parler en amont. Alors qu'on c'est quelqu'un à qui on parle au quotidien. Ouais. Enfin, où on a des échanges. Et donc, du coup, on se fait tomber dessus par, du coup, la patronne de boîte de prod qui nous dit « Ah oui, ça va pas du tout », qui, elle aussi, au passage, est une personne qui aime le micromanagement, le harcèlement moral, donc ça lui... Waouh, c'est charmant tout ça, hein. C'était 2 étages de toxicité qui étaient pas mal. D'accord. Et donc, du coup, moi, j'étais pas d'accord avec le feedback. Et je suis aussi arrivée un peu à un stade de ma vie, Gigi, où je comprends qu'on puisse critiquer mon travail. Je suis pas en train de dire que je suis incapable d'une erreur. On est tous... on peut tous se tromper, faire des erreurs, ne pas être dans le bon carcan au niveau de la ligne éditoriale, manquer peut-être de... Enfin, voilà quoi. Mais j'ai vraiment essayé d'écouter un peu la critique et c'était pour moi pas assez clair, trop vague, trop général. Et je me disais, mais en fait, si on a des choses à reprocher à mon travail, je veux pas qu'on me dise des choses un peu vagues, du style, c'est un peu conciliant vers le gouvernement. Du style, c'est un petit peu bateau. Sans exemple concret. Sans exemple concret. Et donc, à ce moment-là, vu que tu te fais taper dessus, tu te dis non mais en fait je veux vraiment des vraies réponses. Et surtout, je pense que la façon de fonctionner, c'est qu'on n'est pas non plus des employés, on est des correspondants. On a à défendre aussi nos sujets en tant que journaliste sur le terrain. Et donc, je me dis, je vais interagir avec cette personne directement et lui dire, écoute, la prochaine fois, franchement, ça serait bien que tu m'en parles pour qu'on puisse échanger. Et puis, j'estime quand même que, les sujets, ça se discute, en fait. Tu vois, tu peux penser que c'est ça, mais moi, je vais te dire, non, mais en fait, quand j'interviewais un tel, justement, c'était pour nuancer un peu ce propos-là, et ci et ça. Et donc, j'envoie un mail, et je vais essayer de la faire courte, c'est une longue histoire. Et ce mail, qui pour moi est ultra diplomate, et j'ai grandi en étant la diplomate de ma famille. Je suis une médiatrice de base et je sais m'exprimer avec diplomatie, même si même si au fond de mon cœur, ce que je ressens est beaucoup plus fort, je sais utiliser les mots pour polir un peu les choses. Et j'envoie un mail que je fais relire d'ailleurs à beaucoup de gens. Enfin, mon entourage, ça va, c'est pas insultant. Non, t'inquiète, vas-y. Je pense pas que ça va devenir un big deal, une bombe atomique. Et cette personne, qui a un ego surdimensionné, le prend en mode mais comment est-ce que tu peux m'envoyer un mail pareil? Wow. Et après, cette personne envoie un mail à tout le monde sauf à moi pour encore une fois me décrédibiliser, dire que je suis incompétente et que j'ai tenu de propos insultants alors que c'est pas le cas. Bref, le temps passe
Et moi, au bout d'un moment, je me rends compte qu'en fait, they don't have my back, que la patronne de la boîte de prod n'est pas aussi ne va pas me soutenir. Et donc, je me dis, à un moment donné, l'un dans l'autre, avec le personnel en plus, ça sert à rien que je reste. Ouais. Et je finis par dire les vérités à cette personne-là, par message. Après, là, pour le coup, j'avais manqué de diplomatie. Je le conseille à personne, mais vu que j'étais un petit peu déjà sur le départ, que c'était la fin, donc je me disais, au moins, je vais lui dire, franchement, ce que tu as eu comme comportement, c'était exécrable, et j'espère ne jamais te recroiser, une bêtise comme ça. Et alors, en vrai, Karen qu'elle est. Oh my God! Faudra peut-être mettre une J'aurais jamais imaginé. Ah. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Alors, je travaille même pas, je suis même pas staff France 24. Elle va voir les ressources humaines pour faire une sorte de gros scandale, que je l'ai insultée. Et eux, ils reprennent le truc. Il faut que tu t'excuses. Je m'excuse pas, en fait. De quoi vous parlez? Et alors, du coup, moi, je me retrouve dans un imbroglio où je leur envoie tout ce qu'il y a eu comme échange entre nous. Voilà d'où ça part. Et après, je me rends compte, mais en fait, qu'est-ce que je suis là à essayer de perdre mon temps, à essayer d'expliquer que j'ai pas tort. Ils en ont absolument rien à faire. Cette personne-là est en CDI, je ne le suis pas. Cette personne-là, et je déteste jouer la carte raciale ou culturaliste. Tout ce mais après, mais elle avait du dédain pour la personne que je suis. Je ne sais pas pourquoi. Je pense parce qu'elle avait des a priori sur la personne que j'étais aussi, parce que je pense qu'elle a des clichés aussi sur ce qu'une femme africaine doit être, et que du coup, je ne répondais pas à ses critères, ou à son image. Peut-être parce que je suis classe moyenne plus, qu'elle a l'impression que je suis privilégiée, que donc du coup je peux pas parler des choses avec authenticité, que je pense qu'elle pense que je suis affiliée au gouvernement, j'en sais rien, alors que Dieu sait que j'ai fait le même reportage la même façon de faire du reportage que tout le monde, et que quand tu es correspondant de France 24, tu reçois toujours des appels des ministères pour dire ah oui, comme ce que vous avez dit hier, donc je le recevais comme tout le monde, et à chaque fois qu'il y avait des pitchs qui étaient faits. Et ça, c'est mon collègue qui me l'a dit après coup. Elle disait je suis sûre que c'est Hanan qui a écrit ce pitch-là. Et il dit non, mais en fait, c'est pas Hanan, c'est moi. Donc, c'est-à-dire que c'est moi, on estime que moi, je peux pas faire mon travail correctement, que moi, je suis biaisée, que moi, je suis. Peut-être parce que justement, je suis africaine et pas française, je ne sais pas. Je t'avoue que je comprends pas le raisonnement. Ça arrange pas non plus le raisonnement. Et puis en plus, il y avait un formatage auquel j'étais pas d'accord, avec lequel j'étais pas d'accord. Tu vois, il y a une phrase qu'on m'a dite quand j'étais à France 24, c'est pif paf pouf. Un sujet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un sujet, ça commence comme ça. Non, pour eux, pas pour tout le monde. Je veux pas vraiment faire de généralité. Il y a de très bons journalistes là-bas que j'apprécie beaucoup et que je respecte, que ce soit à différents niveaux de management ou terrain ou ce que tu veux. Mais il y a une sorte de système qui veut qu'un sujet de 1 minute 30 par exemple, ou 15, ou ce que tu veux, ça commence comme ça, ensuite tu fais ça, ensuite tu fais ça. C'est un système, c'est une formule. Donc si jamais tu fais quelque chose d'un peu différent, t'es pas dans le... Oui, et ils sont persuadés que c'est comme ça qu'on traite un sujet. Oui. Et déjà, ça, je trouve ça d'une paresse intellectuelle. Ah bah non, mais c'est incroyable. C'est toutes les grosses sociétés. Et en plus, en vrai, cette personne-là avec qui j'ai eu un conflit, elle connaît quoi de l'Afrique? En réalité, pas grand-chose. Elle y va de temps en temps quand il y a une grande couverture d'élections et qu'ils partent avec leurs équipes. Ils vont m'en vouloir de dire ça, mais je m'en fiche. C'est la vérité. Vive l'indépendance! Je connais beaucoup mieux l'Afrique de l'Ouest, où j'ai grandi, où j'ai vécu dans je sais pas combien de pays, et j'y vais et je voyage dans ces pays-là depuis toujours, que toi. Donc peut-être que mon point de vue il est pertinent. Et tout ce que j'ai demandé dans mon mail, c'était qu'on puisse avoir un échange, que je puisse dire je suis pas d'accord, moi je pense que c'est ça et ça, et qu'on puisse parler en intelligence. Et après, je me suis faite traiter de tous les noms, que j'étais insultante. Et je dis, bah, écoutez. Après, on m'a demandé de dire pardon. On m'a même dit par mail qu'en tant qu'Africaine, je devrais comprendre l'importance du pardon. Tu es africaine, tu connais l'importance du pardon. Oh my God. Je dis, mais attends, mais vraiment, en fait, c'est là que je me dis, mais attends, mais les gars, là, se foutent vraiment des gens, en fait. Ouais. Ils pensent vraiment qu'on est con, en fait, ouais. je me dis. Et je pense qu'ils ont tellement un degré de sophistication tellement faible qu'ils comprennent pas que c'est pas normal de dire ça à quelqu'un. C'est pas normal de me dire, t'es africaine, tu devrais comprendre l'importance du pardon. Ça ne se dit pas. Et c'est par mail en plus qu'on m'a envoyé. Si je voulais faire des... Bon, bref. Bon, alors, Hanan, une personne qui va regarder... Non, mais j'ai compris. Une personne qui regardera cet épisode et qui va voilà, écrire. Et je peux comprendre que la personne dise ça dans une certaine mesure. Ah ben, c'est bien fait pour elle parce que toutes ces intellectuelles-là, au lieu d'aller travailler dans les chaînes locales, elles vont travailler pour l'ennemi, elles vont travailler pour ces chaînes internationales qui les traitent comme de la merde. Donc, fair game.
Qu'est-ce que c'est légitime comme perception des choses, même si je pense que c'est un petit peu... c'est pas dans la réalité, en fait. Enfin, je le dis souvent, à chaque fois que j'ai l'occasion de faire un podcast ou quoi que ce soit, c'est difficile d'être journaliste en Afrique. C'est dur. Pourquoi ? Parce qu'on a un paysage médiatique qui reste encore à ses débuts, qui reste encore en formation. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunités. Hein. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a des chaînes privées, des chaînes... mais pour avoir travaillé, d'ailleurs j'ai travaillé pour NCI quand j'avais une question dessus. Mais si tu veux, par exemple, moi j'ai fait NCI, la raison pour laquelle je suis pas restée, c'est pas parce que c'était pas une belle expérience, c'est parce que j'étais à la tête d'un talk show qui était un peu plus divertissement et que je voulais faire vraiment... Enfin, c'est pas ce qui me représente le mieux ou ce qui me parle le plus. C'était un peu... En plus, ils voulaient vraiment que ce soit beaucoup plus divertissement, plus causerie de femmes. Il n'y a rien de mal à ça. Oui, mais c'est pas ce que toi, tu préfères. C'était pas moi ce que je voulais. Donc, et si jamais il y avait eu de vraies opportunités en termes d'infos, je serais peut-être restée. Mais bon, ça s'est pas fait. D'accord. Et en l'occurrence... Bon, merci d'avoir répondu à la question. Non, mais c'est une bonne question. Mais après, je connais plein de journalistes qui sont... Enfin, en Côte d'Ivoire, qui vont te dire, bon, on n'est pas très bien payé ici ou ça. Il n'y a pas non plus des milliards d'opportunités. Et puis, il y a le côté aussi... la visibilité, effectivement, on est peut-être un petit peu encore à se dire, quand tu travailles pour France 24 ou d'autres chaînes comme celle-ci ou Média, ça reste une grande lucarne. Et c'est pas rien pour la carrière de quelqu'un. Faut pas non plus, c'est sûr que ça ouvre des portes. Mais moi, je suis très contente d'avoir fait cette expérience-là, mais je suis aussi très, très contente d'être passée à autre chose. Très bien, donc ça clôture ce sujet. J'avance. Alors, je voulais aborder avec toi quelques sujets. Donc, on l'a dit off camera, je le dis on camera. Aujourd'hui, je me rends compte, parce que je suis passionnée de géopolitique, j'ai fait des études en relations internationales. Et ce qui est intéressant pour moi aujourd'hui de voir en France et aussi aux États-Unis, parce que je suis l'actualité, c'est que moi, j'estime aujourd'hui qu'on a déclaré, quand je dis on, ce sont les politiques, le paysage politique et les médias mainstream ont déclaré une guerre aux journalistes indépendants. Et pour cela, j'ai relevé quelques points. Parce que je suis 2 médias indépendants que sont le média sur... que je suis voilà, le média sur YouTube et également Blast. Ouais. Que je suis c'est marrant, tu vois, qu'on est donc, okay. Les mêmes références. Les mêmes références. Ouais. Au moins, je suis persuadée que je suis pas allée sur un truc qui est pourri, mais bon. Après, moi, j'essaie jusqu'à présent de regarder, suivre le maximum de choses différentes pour pas être trop non plus dans une seule perception. Tu vois. Exactement. Ouais. Donc, pour ceux qui nous suivent, je mettrai les liens dans la description. Je vous invite à aller voir. Ils ont de très belles chroniques. Ils ont des interviews qui vous permettent vraiment de regarder ce qu'il y a hors les médias mainstream et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, en tout cas, j'en ai pris conscience, c'est qu'il y a une vraie propagande. Donc, ce que là, je te propose pour les prochaines, on va dire 20 minutes, c'est que je vais te donner quelques sujets que j'ai relevés, notamment en regardant des chroniques et des interviews sur ces 2 chaînes et je voudrais avoir ton avis. D'accord. Oui, aujourd'hui, au point presse de l'Élysée, qui est le point presse, en gros, que le porte-parole fait après chaque conseil des ministres. Jusqu'à maintenant, et c'était aussi vrai aux États-Unis, on filmait. Il y a, tu sais, la fameuse... alors, juste pour terminer, tu as la fameuse vidéo qui est devenue virale, où il y avait Trump à l'époque, pendant son mandat, qui répondait à une question d'un reporter de CNN en lui disant, écoute, toi... Enfin, moi, je gère les États-Unis, d'accord? Le jour où tu seras capable de faire quelque chose pour moi, tu pourras l'ouvrir. Voilà, tu pourras l'ouvrir. Sinon, jusqu'à maintenant, c'est pas le cas. Tu te tais, tu t'occupes de CNN. Et là, après, il fait son fameux next question. Mais en fait, on filme le journaliste. Oui, la réaction, le visage. Voilà. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, en fait, l'administration a désigné une personne qui a pour objectif de retirer le micro en fait aux journalistes. Et cette scène-là, je me souviens à l'époque comment elle a suscité beaucoup de commentaires, etc. l'émoi, surtout alors les journalistes français des médias mainstream se sont donnés à cœur joie en expliquant que c'était un problème de démocratie, bla bla bla. Et on se rend compte aujourd'hui que c'est un petit peu alors c'est pas la même chose parce que aujourd'hui on ne filme plus les journalistes tout simplement. Donc qu'est-ce que ça implique? Je vois ce que tu veux dire. En fait, je pense que c'est
Bah effectivement, ça peut être un manque de transparence qui peut être problématique, quoi. C'est-à-dire que le fait que ce soit filmé, surtout aujourd'hui, à l'ère où on a accès à des images qui nous permettent de construire notre perception du monde au-delà de l'information en elle-même, c'est-à-dire que tout ça, ça compte, hein, à la fois comment un président s'exprime face aux journalistes, mais également les interactions. Et si jamais c'est pas filmé, comment est-ce que tu peux avoir un vrai regard sur l'échange? Je pense que c'est problématique. Après, je sais pas comment ils l'ont justifié, je t'avoue, comme je te dis, j'ai pas suivi, mais pourquoi, quoi? Oui. Ça n'a pas de sens de faire ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le journaliste, il pose la question à ce moment-là, il pose directement la question à la porte-parole de la République, qui lui dit, le process n'a pas changé. Donc, en fait, ça amène à ma deuxième question, c'est finalement, on se rend compte aujourd'hui qu'au-delà du fait de ne pas aller filmer, on va avoir des journalistes souvent qui posent des questions auxquelles on ne répond pas. C'est-à-dire, tu as la fameuse, citation en anglais qui dit « You dance around the question ». Absolument. Et où est le problème pour toi, en fait, lorsqu'un journaliste pose une question et qu'on ne répond pas concrètement? Alors, ça fait partie du plus gros challenge du journaliste. Mais ça, c'est pas nouveau. Hein. Je pense que depuis que la politique existe, c'est-à-dire depuis toujours, et que le journalisme en tant que contre-pouvoir existe, justement pour challenger un peu ce que les politiques font et leur communication, ça a toujours été un challenge pour le journaliste. Mais en fait, non, le journaliste aussi est censé être, armé pour pouvoir ramener toujours à la question ou l'obtenir. Mais ça, c'est dans quel contexte? En général, c'est dans une interview. Une interview où tu as du temps, l'opportunité de poser des questions relance, comme on dit, et le temps surtout, quoi. Et malheureusement, dans ce type de point presse, on n'a pas le temps. On te donne une question, comme tu dis. Il y a aussi le fait que tu es limité parce qu'il y a d'autres médias qui sont là, il faut leur donner la parole. Il y a le fait que, effectivement, ces porte-paroles du gouvernement sont très doués pour dance around the question, pour trouver toutes sortes de réponses qui sont pas vraiment des réponses. Alors on le voit, je pense que les exemples les plus parlants ces derniers mois, ça reste tout ce qui vient que ce soit de la Maison Blanche ou du State Department par rapport à la guerre à Gaza, enfin la guerre autre ou autre chose, où beaucoup de journalistes posent des questions aux différents porte-paroles et qui trouvent des manières pour dévier. Et je pense que après les journalistes sont pas dupes, ils savent très bien quand on répond pas à leurs questions. Mais moi, ce que ça m'inspire le plus, c'est le fait de comprendre pour le public en lui-même, justement, c'est quoi répondre à une question et c'est quoi ne pas répondre à une question. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose, j'y pensais récemment, je crois que j'en ai parlé sur Instagram aussi. Je pense qu'il faut qu'on éduque un peu plus les gens à la pensée critique. Pour qu'ils comprennent quand est-ce que quelqu'un, en fait, te l'a fait à l'envers et t'as pas répondu. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a toutes sortes de techniques de communication qui sont même enseignées en politique, qui te permettent de répondre en déflagrant, en faisant en utilisant des euphémismes, des différentes formules qui vont te permettre de pas vraiment répondre à une question, dévier, etc. Évitement. Et pour moi, c'est ce qui doit arriver maintenant, c'est qu'on doit vraiment éduquer les professionnels des médias en particulier, les gens, le public à la compréhension des médias et de la communication par les médias. Oui, alors il y a des gens qui pourraient te dire oui, Hanan, ok, d'accord, mais c'est pour se faire éduquer, il faudrait déjà comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça veut dire que on a une mauvaise lecture en fait. C'est ce que je veux dire. Mais comment on le comprend concrètement dans notre quotidien? Moi, je parle même pas de la classe moyenne. Hein. Moi, classe populaire française, donc je me mets dans le contexte français et ok, je vais prendre le contexte ivoirien. Moi, aujourd'hui, je suis dans la classe populaire ivoirienne. Est-ce que tu penses vraiment que c'est ma priorité? Non, franchement. Bien sûr, non. Alors après, encore une fois, tout ce qui va être media literacy, pensée critique, comprendre un petit peu la communication et la manipulation dans la communication, c'est pas accessible au plus grand nombre, j'en ai conscience. Et peut-être qu'effectivement, dans le contexte africain, on va parler de l'Afrique francophone et de la Côte d'Ivoire, par exemple, je peux pas dire que je vais apprendre à un Ivoirien lambda à comprendre comment lire entre les lignes.
Peut-être pas. Mais pour ceux qui sont un peu plus éduqués, peut-être qui ont un niveau de compréhension, qui peut-être consomment de l'information un peu plus fréquemment, qui se sentent peut-être plus concernés par la politique, je pense qu'il y a des choses à faire. Et justement, expliquer, c'est la première étape. Tu fais de l'analyse de discours, par exemple. Moi, j'ai fait ça à l'école. En école, tu vois. On faisait des analyses de discours. Ça veut dire quoi? En fait, c'est quoi comment tu lis entre les lignes? C'est un travail qui permet de comprendre un petit peu les mécanismes et après d'arriver à les reconnaître dans d'autres situations. Je te dis ça parce que j'y pense depuis un petit moment, mais pour moi, c'est vrai que ça manque. Et même à l'échelle africaine, il y a peut-être quelque chose à faire. Non, mais moi, je pense qu'on en avait parlé rapidement. Je suis convaincue qu'il y a matière à faire et même dans l'élite. Ouais. Pour moi, c'est ça le pire, en fait. C'est que dans l'élite aujourd'hui, bon, t'as certaines personnes, je pense que c'est soit ils sont à fond dans faut que je gagne. Tu veux dire l'élite politique, intellectuelle ou économique? Les trois. Les trois. Bon, en général, c'est oui. plus ou moins la même. Ouais. Oui. Ouais. En Afrique, t'as tendance à confondre. Là, je parle, tu vois, je me rends compte que je suis trop restée longtemps en Europe parce que j'ai vraiment un prisme très diaspora. Ouais. Mais c'est vrai que chez nous, t'as tendance à être un peu... ouais. Voilà. Ouais. Bon, on va dire... on va prendre les deux cas, ok? Ouais. Cette élite-là, parce que même t'as des élites intellectuelles, des fois ils ouvrent la bouche, je te dis, moi aujourd'hui, je vais pas citer de nom, je vais citer de nom parce que c'est quelqu'un que j'appréciais énormément, je trouvais qu'elle avait beaucoup de talent, Apolline de Malherbe, qui est une grande journaliste pour moi, qui l'était, mais elle a perdu toute ma fanatitude, cette dame. Est-ce que t'as l'impression que tu l'aimes? Bon, après, je veux pas rien lui enlever parce qu'effectivement, moi, je regardais beaucoup ses interviews avant, quand j'étais en France et puis même un peu après. C'est le côté incisif, je crois, qu'on aimait chez elle. Le côté un peu percutant, toujours à reprendre. Elle te laisse pas écarter. Exactement. Par contre, elle a des questions, surtout ces derniers temps, comme tu dis, c'est à charge. Non, mais ces derniers temps, alors oui. Et le biais, il est là, mais après, c'est pas la seule. Voilà. Et donc, ça m'amène à le deuxième point que je voulais partager avec toi. C'est, moi, je suis intimement convaincue qu'on est dans une ère de propagande profonde. Là, je suis en train encore de parler de l'Occident avec mes lunettes de diaspora. Et pourquoi est-ce que je pense ça? Je pense que l'exemple le plus flagrant, ça a été, bon, on parlera un petit peu de Gaza et de la crise israélienne, mais pour moi, le plus gros scandale, ça a été le Nord Stream, en fait. C'est-à-dire que Nord Stream, pendant des mois, tout le monde nous a dit non, c'est sûr que ce sont les Russes et blablabla. Et en fait, comme d'habitude, on s'est rendu compte, et ça a été mis aux yeux du monde, que c'était bien les propres Ukrainiens qui avaient en gros foutu la merde en Europe occidentale et qui ont créé cette crise énergétique. Et donc, une fois que ça s'est dit... moi, je voulais savoir quel est le regard que tu portes un peu plus mondial, parce que toi, pour le coup, tu as vraiment ce regard mondial là, je trouve. Quand tu regardes en fait cette propagande qui ne cesse de monter, qu'est-ce que ça évoque chez toi? Est-ce que tu as peur? Est-ce que ça te rappelle des sombres souvenirs? Alors, honnêtement, ça m'effraie énormément. Pourquoi? Parce que... je pense que quand tu es journaliste qui a travaillé pour des médias mainstream, comme on les appelle, surtout en Occident, tu connais un petit peu le biais qui est parfois même inconscient sur certains sujets, sur certains terrains. Tu sais que, en gros, les débats publics, par exemple, comme on entend en France, par exemple sur l'islam, le fait que t'es pas choqué parce que ça existe depuis un petit moment. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, aujourd'hui, ce qui m'effraie particulièrement, c'est vraiment le fait que j'ai l'impression que le voile est un petit peu tombé et que c'est un peu plus criard. Et qu'en fait... Parce qu'on m'a souvent demandé ça. On m'a dit, oui, mais toi, t'es journaliste, t'as bossé pour telle et telle chaîne. Alors, c'est vrai que je suis plus en Afrique depuis quelques années, mais j'étais à Paris avant, voilà. Est-ce qu'il y a une sorte de censure ou de machine de propagande qui est là, qui est in your face, quoi, qui est claire et explicite? Moi, je suis pas journaliste, mais je le vois. Non, mais je veux dire, flagrant. En gros, les personnes me demandent, mais oui, mais vous êtes la machine de propagande. Et je me rappelle, je défendais tout le temps, mais je disais, mais en fait, je pense que si censure il y a, pour moi, ça a toujours été,
il y avait pas d'instruction. Tu vois ce que je veux dire? C'était plutôt un formatage qui faisait qu'on allait dans un certain sens. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de mal à accepter ma propre théorie parce que en fait, ouais, c'est pas qu'insidieux, c'est in your face, quoi. Et le problème, je pense aussi, c'est que dans beaucoup de ces médias-là, après, on pourrait dire beaucoup de choses sur les nouveaux médias aussi, qui aussi ont des choses à, pas se reprocher, mais qui pourraient faire mieux. Hein. Mais je veux dire, parlons de ce qui est establishment media, tu vois, ceux qui sont établis, qu'on considère comme c'est ces chaînes-là vers lesquelles on doit se tourner, parce que c'est ces chaînes-là qui disent la vérité et qui sont objectives, et puis voilà, c'est un peu nos références. Je pense que le problème aussi, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, même dans le recrutement, c'est-à-dire que t'as fait un recrutement de personnes qui sont tous dans une sorte de pensée commune. C'est ce dont je parlais un petit peu. Et tout le monde va dans le même sens. Il y a peu de critiques dans ces rédactions-là. Il y a peu de gens qui vont dire, mais en fait, ce point de vue-là, en fait, c'est un point de vue. Mais, tu vois, cette analyse, elle est super formatée. Et donc, du coup, ce que tu fais, c'est que tu recrutes des personnes qui vont dans le même sens. Ou alors, les personnes qui sont peut-être un peu... qui ont peut-être une façon de penser différente ou une perception différente des choses se sentent pas assez à l'aise pour s'exprimer. Les personnes de couleur, les personnes d'origine autre. T'as dû entendre tous les témoignages de, je sais pas moi, que ce soit d'Arabes ou de Palestiniens ou de ce que tu veux dans tous les médias mainstream qui te disent qu'ils pleurent aux toilettes mais ils peuvent pas le dire, qu'ils sont pas d'accord avec le traitement. C'est juste ça, ouais. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que tu crées une sorte de mono façon de penser. Et du coup, qu'est-ce qu'on produit? On produit de la merde ou de la paresse intellectuelle ou alors tu vas vers une vérité facile qui finalement s'avère être fausse. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément toujours directement la main politique qui vient s'imposer à un média. Si c'est le cas, nous de toute façon on peut pas le savoir. Je veux dire, c'est le high level qui le saura. Toi tu le sauras jamais à ton échelle de journaliste med sur le terrain ou ce que tu veux. Si c'est en haut, tu peux pas le savoir. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait que tu crées un système où tout le monde s'inscrit dans ces systèmes-là et tout le monde va dans le même sens. Ouais. Encore une fois, tu regardes la façon dont tous les médias américains, par exemple, ont traité ces derniers mois, presque, pas tous, mais la crise israélo-palestinienne, de la même manière, et on fait les mêmes erreurs. C'est-à-dire que tu regardes l'autre et tu fais la même chose. Non, mais c'est... Et tu te trompes. Et tu continues à répéter des aberrations ou des faussetés ou des vérités partielles. Exactement. Ouais. Mais ce que tu dis sur le recrutement des personnes, c'est réel parce que le média a révélé, par exemple, que sur CNews, ils recrutent de plus en plus de personnes qui viennent de l'école de Marion Maréchal Le Pen. Ah, bon. Donc, je trouve ça surprenant maintenant. C'est pas du tout ça. Ce qui est drôle, c'est que tu sais, en plus, comme mon premier stage en télé, c'était iTélé. Oui, qui est. Et je suis news partie maintenant. que j'ai quitté la France et quelques mois plus tard, il y avait eu la crise parce que justement, ils changeaient d'actionnaire majoritaire et que les journalistes étaient vent debout contre ça parce qu'ils faisaient venir Morandini, tout ça. Ouais. Et donc cette crise-là qu'il y a eu et ce soulèvement contre le nouveau. Bon, maintenant c'est Bolloré, donc oui, bon. Oui, ben voilà. Mais justement, maintenant, là, ça a complètement vrillé. Mais je veux dire. Je me rappelle qu'à l'époque, c'était une bataille contre un traitement qui se rapprochait du coup de BFM. BFM qui était censé être complètement différent d'ITélé, même si bon, ça se discute. Ouais, bah, BFM. Bon, écoute, ça m'amène à une. Ça m'amène à un autre sujet sur donc ce que tu es aujourd'hui, journaliste indépendante. On l'entend de plus en plus, en tout cas ici en Occident, ça se développe de plus en plus. Et pour moi, en fait, je suis contente que ça se développe parce que je pense que c'est une arme contre la propagande. Et c'est aussi, pour moi, l'avenir en termes de... Voilà. En fait, tu sais, on dit toujours la même chose sur le marché. Le marché s'auto-régule. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le journalisme indépendant, comment c'est en plein booming, ça va permettre de réguler, en fait, le marché de l'information, ce qui est bien. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement le journalisme d'indépendance ? Alors, je pense que ça peut avoir des définitions différentes pour différentes organisations, entités, personnes. À mon échelle, qui le fait vraiment à 100% depuis 1 an et demi, comment ça se matérialise, c'est qu'à la fois, je suis journaliste freelance pour
En l'occurrence, je travaille principalement avec Al Jazeera en ce moment. Ok. Mais je considère que ça reste indépendant parce que je propose des sujets, ils les prennent ou les prennent pas, ils me proposent des sujets, je les fais. Et il n'y a pas de rapport d'employé-employeur entre nous, puisque je suis payée à la mission et ça s'arrête là. Et puis pour d'autres médias aussi qui sont un peu plus spécialisés dans d'autres domaines. Et après, le contenu que je crée du coup pour les réseaux, c'est à travers mon média qui est Beyond the Noise Africa, qui se veut, et je pense que ça fait partie du double challenge que j'ai, qui se veut pas sensationnaliste, pas forcément aussi dans tout ce qui fait écho à beaucoup de gens et que je comprends, qui est de dire tout ce qui est occidental est mauvais. Ouais. Parce que je veux pas non plus tomber dans ces travers-là, parce que c'est plus compliqué que ça. Je pense que la nuance est importante, pour moi en tout cas, et que beaucoup de personnes, ça les fatigue la nuance. Et donc bref, je crée du contenu indépendant en fonction de mes recherches, des interviews que je fais, de ce qui est disponible online. Aujourd'hui, c'est plus facile de faire le journalisme parce que justement, tu as beaucoup de tout ce qu'on appelle open source, c'est donc des sources qui sont ouvertes, mais il faut aller les chercher. Et c'est indépendant dans le sens où personne ne te donne de ligne éditoriale, à part toi-même, donc c'est moi, et qu'il n'y a pas de financement derrière, en tout cas pas pour l'instant. Si il venait avoir financement derrière demain, parce que pour l'instant, ce que je fais, c'est pro bono ou non lucratif, mais l'idée, c'est pas d'être dans l'associatif pour toujours, parce que je veux quand même un business model qui soit viable si je veux pouvoir continuer. Parce que je suis en gros. Et pérenne aussi. Et pérenne, voilà. Sinon, après, forcément, tu vas laisser tomber et tu vas bosser dans ce qui te rapporte de l'argent. Et alors que pour moi, c'est vraiment ce qui m'anime le plus, c'est vraiment ça. C'est ce projet-là, c'est mon bébé, c'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce qui m'apporte beaucoup de satisfaction. J'ai l'impression d'avoir un impact, même si c'est encore en construction et que mon public est encore petit. Et ça, donc du coup, maintenant, ça fait partie des réflexions que j'ai, c'est que si jamais je devais trouver des bailleurs de fonds, ce que tu veux, des partenariats, comment est-ce que tu fais pour rester dans l'indépendant, ne pas avoir d'influence corporate ou non, de ne pas avoir de choses qui vont venir bloquer un petit peu ta liberté, quoi, éditoriale. Parce qu'aujourd'hui, je me sens libre de manière éditoriale. Mais après, tu sais, je me pose toujours la question. Moi, je suis vraiment quelqu'un de sceptique. Mais je me pose... Très bien. C'est important, hein. C'est pas une mauvaise chose. Je me demande si ces histoires d'indépendance, c'est pas de l'utopie. Pour moi, la réelle indépendance, c'est ton indépendance par rapport à ce que ton point de vue et ton intellect. Tu vois, même si après, on est manipulable et on est des êtres d'émotion. Donc, dès lors où, voilà, on va toucher à une certaine émotion, ça peut, derrière, on peut être manipulé. Et des fois, on peut se laisser manipuler. Hein. On sait qu'on est manipulé, on va dans ce sens jusqu'à ce que, voilà, on décide d'arrêter la manipulation de façon conjointe, tu vois. Mais je me dis toujours, en parlant du fait de dire, voilà, du journalisme indépendant, je suis indépendante parce que, ou toi ou d'autres journalistes, ils sont indépendants parce que soit ils s'autofinancent, soit ils sont financés par une communauté. C'est le cas du média, c'est le cas de Blabs. Oui, voilà, mais ça, c'est idéal. Ça, c'est idéal, mais jusqu'à ce qu'ils deviennent gros. Tu vois, moi, j'ai toujours un regard un peu, critique. Bien sûr. Parce que ces systèmes-là fonctionnent. Mais quand le système devient trop gros, alors pire, un jour, s'il rentre sur le marché financier, vous pouvez quitter le navire, les amis. Ça change tout, bien sûr. Donc, je suis toujours un peu sceptique, mais je me dis quand même que c'est quand même bien de démarrer comme ça et puis d'avoir de l'indépendance financière, ça permet déjà d'être un peu plus libre sur les sujets que tu vas aborder. Alors, est-ce que tu estimes... Alors, j'ai noté un journaliste indépendant. Selon toi, est-ce qu'il a beaucoup plus de marge de manœuvre qu'un journaliste qui est au sein d'une grosse chaîne? Hello, je prends quelques minutes de ton temps. Alors, selon nos statistiques, vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos, mais seuls 20% sont abonnés. Alors, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi et active la cloche pour toutes les notifications. Allez, on repart voir l'épisode. Ça dépend de plein de choses. T'as plus de marge de manœuvre déjà si t'as un nom, une certaine crédibilité, si t'as bien roulé ta bosse avant, que tu as des choses à montrer et que tu n'es pas considéré non plus comme une menace, en tout cas pas sur tous les terrains sur lesquels tu veux travailler.
Ça, c'est peut-être le point positif. Parce que parfois, une enseigne, un nom, un média, ça peut être ça peut te porter préjudice. Je sais que, par exemple, quand je bossais pour France 24, encore que c'était en Côte d'Ivoire, ça va, c'est pas non plus flagrant. Je sais que au Mali, au Niger, c'est beaucoup plus vénère, tu vois. Mais il y a des moments où tu sentais un petit peu les gens qui vont venir, oui, mais vous mentez, ou tu vois, quand tu fais un reportage dans la rue, ce genre de discours, tu vois. Donc, en fonction de la réputation du média pour des raisons valables ou non, parce que c'est une question de perception aussi, ça peut porter préjudice, et puis ça peut te laisser aussi une sorte de marque, quoi. Tu es attaché à France 24 et on pense que t'es ça ou rien. Ce qui faisait partie aussi des choses qui, pour moi, je suis pas en train de dire que, encore une fois, que c'est une chaîne qui est mauvaise, hein. Mais je dis juste que après, encore une fois, en tant qu'Africaine, il faut faire attention à ça. Et moi, je faisais attention à ça et je m'en souciais. Mais par contre, le problème du journaliste indépendant qui va faire son reportage tout seul, c'est que, en fait, t'as pas de filet de sécurité. T'es vraiment agent libre. Donc, si t'as un carnet d'adresses de fou, que tu connais vraiment des personnes qui vont t'aider à faire tes reportages, c'est pourquoi est-ce que je vais te donner de l'accès, quoi? Ouais. Donc, t'as peut-être la marge de manœuvre en théorie, mais est-ce que t'as l'accès? Est-ce que tu es safe? Est-ce que il y a de la sécurité? Est-ce que c'est faisable à long terme? Parce que moi, encore, pour l'instant, tout va bien. Je commence à toucher à certains sujets sensibles. Je me dis, à mesure que si ça grandit, que ça prend de l'ampleur et que peut-être que ça va me fermer certaines portes dans certains pays, je ne sais pas. J'anticipe des problèmes à venir que j'ai pas encore. Mais je pense qu'en fait, il y a des points positifs et négatifs quoi qu'il en... Mais en tout cas, c'est un domaine, quand on se lance dedans, où tu as de la capacité de faire des choses que tu peux pas faire Mais déjà, rien que le fait de pouvoir dire ce sujet-là, il est intéressant, j'y vais. Dans les médias classiques, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vraiment ce qu'on considère comme de l'actu et tout le monde est d'accord. Toi, tu considères comme quelque chose d'important et on va dire, mais non, mais en fait, c'est pas important. Ouais. Donc déjà, il faut se battre pour complètement vendre des sujets qui vont dire, ouais, mais tout le monde s'en fout. Parce que aussi, beaucoup de ces personnes qui décident dans les rédactions sont déconnectées de... Oui. Voilà. Ou sinon, après, ils ont des copains. Ou alors, des copains, ou alors ils ont des préférences eux-mêmes en fonction de leur propre biais ou de leur propre... Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais c'est pas toi qui vas décider, quoi, en tant que journaliste. Ouais, je comprends. Et c'est pour ça que l'indépendant a du bon, quoi. Parce que déjà, c'est proposer d'autres choses. C'est ça. C'est l'indépendance de... Je choisis de vous présenter un sujet avec ma grille d'analyse. Voilà. Sans qu'on m'ait... pas influencé, mais sans qu'on m'ait dirigé fortement, soit par du lobbying ou par une pression salariale. Ouais. Ok. J'avais une question sur le fait qu'aujourd'hui, des médias comme BFM, comme CNews, on leur reproche d'être un média d'opinion ou des médias d'opinion. Moi, j'ai envie de dire, mais où est le problème d'être un média d'opinion, ouais. Où est le problème d'être un média d'opinion? Pourquoi est-ce que j'ai comme l'impression pourquoi est-ce que c'est perçu, je dirais, comme... pourquoi est-ce que le fait d'être un média d'opinion ou d'être traité de média d'opinion est perçu comme quelque chose de négatif selon toi? Ou pourrait être perçu comme quelque chose de négatif? Alors moi, j'ai un point de vue très personnel sur la question, c'est que je trouve que... Et ça, c'est pas forcément lié qu'aux médias d'opinion type BFM, qu'on va appeler médias d'opinion type BFM ou autre. Je trouve qu'on est vraiment à l'ère de la suropinion, personnellement. Je trouve que tu vas sur Internet, que ce soit TikTok, les réseaux, je trouve qu'il n'y a que ça, des gens qui disent ce qu'ils pensent. Et encore, je ne parle pas de dire ce qu'ils pensent sur un produit de beauté. Ça, c'est pas problématique. Il n'y a pas d'impact. Oui, je suis d'accord. Je te parle qui vont te donner leur opinion sur des événements qui ont plus ou moins un impact sur ta vie. Ou sur la vie d'autrui, en tout cas, qui sont soit de la politique, soit des phénomènes de société, ce que tu veux, qui donnent leur opinion. Et alors, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, mais quand, en tant que consommateur, je me mets à la place du consommateur d'information ou de médias en général, quand tu as toutes ces opinions qui, justement, viennent se clasher ou même se abonder l'une par rapport à l'autre, en fait, j'ai l'impression que ça te
comment est-ce que tu réfléchis par toi-même? Et comment est-ce que tu fais pour... Ils ne réfléchissent plus d'eux-mêmes. C'est bien ça le problème. Moi, c'est ça que j'aime. Et c'est ça l'objectif de ces médias, justement. C'est ça qui m'embête dans le fait qu'on soit dans l'opinion. Je suis pas en train de dire que ça n'a pas de valeur. J'ai toujours aimé les bons éditoriaux, tu vois, quelqu'un qui va venir faire un billet avec un commentaire, c'est intéressant. Je lis des op-eds, donc c'est pas le problème de toute opinion est mauvaise. J'ai juste que ces chaînes de télé qui font que de l'opinion en permanence, là, qu'est-ce que ça fait à part justement te marteler une idée que tu vas finir par intégrer qui est peut-être même pas la tienne. Oui, mais moi, c'est justement mon point quand je dis... ça, c'est problématique, quand même. En fait, quand je dis où c'est le problème, c'est dès lors où tu es au courant que c'est ça, en fait, tu as le choix. Maintenant, est-ce que tu regardes ou tu regardes pas? Ou tu regardes avec parcimonie parce que tu as envie, voilà. C'est ça. Tu vois? Au moins, tu sais de quoi il s'agit. Mais si tout le monde fait de l'opinion, parce que j'ai alors l'impression tout le monde ne peut pas. Mais je veux dire, quand même... Le marché fait que... En tout cas, en télé, ça devient quand même vachement répandu. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on laisse peu d'opportunités aux gens. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un peu la flemme d'aller chercher leur information ailleurs. Mais bien sûr. Du coup, ils allument juste leur télé, ils vont regarder ce qui est disponible. Mais bien sûr. Alors moi, je trouve que c'est un manque de responsabilisation. Je pense qu'il faut faire l'effort quand tu as un certain niveau d'éducation. Que tu veux être bien informé, il faut aller faire l'effort de recherche. Mais je peux comprendre que c'est pas tout le monde qui va prendre son temps, aller chercher de nouvelles sources d'informations, se référer à des sources peut-être un peu plus factuelles, pour après former une opinion qui est la leur. Mais en tout cas, je sais que moi, ça me fait penser à un autre sujet. Je pense que beaucoup de gens se confondent l'objectivité et la neutralité. Moi, par exemple, j'ai pas vocation, en tout cas aujourd'hui, je le dis et je l'assume, à être forcément 100% neutre. Pourquoi je dis ça? T'as changé d'avis sur ça, non? Non, parce qu'encore une fois, il y a deux choses différentes. D'accord. L'objectivité, c'est donner, par rapport à un sujet donné, un éventail de points de vue qui représente les voix, les perceptions sur ce sujet-là. D'accord? Et leur donner plus ou moins, on va dire autant que faire se peut, le même temps de parole, la même opportunité d'être exprimé. Okay. La neutralité, c'est autre chose. La neutralité, c'est dire j'ai pas un point de vue sur la question. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux entendre, par exemple, même moi, à travers même si je fais une distinction entre ma page personnelle et puis ce que je fais sur Beyond the Noise, tu peux entendre qu'il y a une couleur dans ma façon de parler quand je parle d'un génocide à Gaza. Bien sûr. Quand je dis que j'ai tendance à croire dans le fait que tant d'entités, d'ONG internationales ont parlé de plausibilité de génocide, malgré le fait que ça soit sujet de controverse, ça me paraît être une vérité objective. Ça peut être perçu comme non neutre. Bien mais sûr. pour moi, c'est basé sur des éléments objectifs. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence entre ces deux notions-là. Je pense que le manque d'objectivité, c'est problématique parce que ça peut faire qu'on va aborder un sujet de manière complètement biaisée, qu'on va pas apporter... on va pas en faire une lecture qui permette aux personnes de s'informer comme ils se doivent, alors que dire clairement donner une voix à quelqu'un qui va dire c'est inhumain, ça peut être perçu comme un manque de neutralité, mais c'est pas. Mais en réalité, il y a des sujets face auxquels je pense que tu peux pas faire autrement. Surtout quand c'est des sujets humains. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Et je pense que c'était la première fois que j'avais échangé avec toi. Peut-être que je l'avais abordé tel quel, parce que je me souviens que, et c'est une conviction que j'ai, je ne crois pas au fait d'être objective. Mais là, tu viens bien de l'expliquer, parce qu'en fait, moi, ce que je pense que beaucoup de gens pensent comme moi, l'objectivité, c'est le fait de présenter les faits. Mais là, au-delà des faits, ce que toi, tu ajoutes, et je pense qu'il est pertinent, c'est le fait d'avoir, en fait, de présenter plusieurs points de vue qui sont différents quand même des faits, tu vois. Oui. Et là, je me rends compte qu'effectivement, ce que moi, je dis, c'est un peu la même chose que toi. Moi, je ne crois pas à la neutralité. Et je pense qu'en tant que journaliste, quand on est bon journaliste et parce qu'on est passionné derrière, même si on a coché les cases, les écoles, les diplômes, etc. Mais quand on a un excellent journaliste, je prends par exemple, je trouve que Rokhaya Diallo
peut-être aujourd'hui, on peut avoir un point de vue. Moi, je trouve que c'est une très bonne journaliste. J'ai lu ses billets en français, ses billets en anglais. Et déjà, je lisais ça, je te parle d'il y a 5 ans, il y a 7 ans. Avant qu'elle explose comme... Exactement. Et il y a déjà 5 ans, il y a déjà 7 ans, je me souviens que j'avais lu un article sur elle où elle parlait justement de la fausse objectivité, fausse neutralité. Et cet article-là m'avait fait comprendre parce qu'elle était tellement vraie. Elle disait que c'était en tant qu'humain, on ne peut pas être neutre à un moment donné. Je veux dire, aujourd'hui, si moi, je sais pas, il se passe quelque chose en Guinée, on tue toute ma famille et qu'il y a un lien avec le gouvernement, enfin, je ne peux pas être neutre, tu comprends? Et je pense que ça n'existe même pas, en fait, en réalité. Quand tu couvres un conflit et que tu dis, tu parles d'un massacre, que tu dis, que je sais pas moi, un groupe d'assaillants est venu s'attaquer à des personnes et sont mortes, tu considères qu'il y a des victimes et des agresseurs. Tu peux pas être neutre par rapport à ça. Tu peux pas dire viens, je vais donner comme par rapport à un viol. Je veux dire si c'est avéré qu'on a assez de témoins, c'est comme ça. C'est ce qui nous permet d'établir des faits aussi et une histoire. Donc la neutralité parfaite n'existe pas. Par contre, l'objectivité, on doit tendre vers ça au maximum. Et je pense qu'il y a une distinction. Ok, dernière question sur ce point avant d'aborder la dernière partie de l'interview. J'avais une question. Qu'est-ce que tu dis à des gens? Et je te donnerai le nom de la personne qui l'a dit off camera parce que là, je l'ai plus comme ça on top of my head. Qui te disent alors sur le conflit israélo-palestinien. Alors, moi, je comprends qu'aujourd'hui, je comprends la façon dont les Israéliens réagissent parce qu'ils ont été attaqués. Et c'était inattendu et c'était pas prévu. Donc oui, ils ont le droit de riposter, de se dire on va riposter jusqu'à ce qu'ils comprennent que plus jamais de leur vie ils devraient faire ça. Et en même temps, je comprends les Palestiniens qui sont occupés depuis des années et qui se sentent étouffés et qui ont aucun support de la communauté internationale. Et donc concrètement, qui est en train de dire qu'il comprend les deux et qu'en fait, il comprend que les deux se foutent sur la gueule ad vitam aeternam. Tu me demandes qu'est-ce que je dirais à une personne qui dit ça. Alors que tu comprennes, pourquoi pas. Avoir de l'empathie, c'est pas une mauvaise chose. Dire que le sentiment de chaque camp, entre guillemets, est légitime. L'empathie que tu octroies, ça peut pas être mauvais. Mais moi, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu... En fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu antinomique, quoi. C'est-à-dire que vraiment, à quel moment... Bon, déjà, moi, j'ai un regard comme toi. J'ai étudié les relations internationales. J'ai fait du droit international en licence. Je suis obsédée par la géopolitique et les relations internationales. Il y a plein de débats autour de ce qui est considéré comme le droit de se défendre ou pas. Mais il y a aussi un vrai argument qui est là de se dire qu'en tant que nation occupante, on n'est pas vraiment dans un rapport de droit de défense ou de légitime défense parce qu'on a aussi une responsabilité envers le peuple occupé. Et que le peuple occupé et colonisé aussi a un droit à l'autodétermination. Donc déjà, en fait, on a une base où on parle on veut utiliser des outils du droit international sans pour autant se baser sur le framework, le cadre de référence dans lequel on opère, et donc ça va pas ensemble. Et alors oui, tu peux dire ah oui, moi je reste complètement neutre parce que finalement il y a eu des morts d'un côté et des morts de l'autre, même si en termes d'échelle on est d'accord. Ça, c'est pas une question de point de vue. On est dans non, mais moi, je suis d'accord. Voilà, il y a un rift qui déjà n'est pas comparable, surtout qu'aujourd'hui, depuis les attaques du 7 octobre, il y a plus d'agression, en tout cas meurtrière, d'Israël sur Israël. Donc, c'est tout, puisqu'ils ont les capacités pour freiner toutes les attaques de roquettes. Ils ont toujours eu les capacités. Ils les ont toujours eu. Alors que de l'autre côté, on a juste des massacres sur massacres sur massacres à tous les niveaux. Donc, j'ai du mal. Encore que quelqu'un m'ait dit ça le 7 octobre, même si moi, qui ai une lecture beaucoup plus, qui est moins, court-termiste de ce sujet-là, parce que je connais le problème de la Palestine et d'Israël depuis que je suis très jeune. Je me dis, tu peux pas sortir ça du contexte de l'occupation, de la colonisation, des terres occupées. Mais même ceux qui ont juste été à l'école et qui connaissent l'histoire du pays. Apparemment, il y en a beaucoup qui savent pas.
sais pas. Non, mais après, tu peux refuser de C'est l'accepter ça. et tu as un droit de le refuser. Mais ce qui est, tu vois. Ce qui est. Et donc, que tu continues 7 mois plus tard à dire oui, mais je comprends. Alors, donc, le droit humanitaire international n'a aucune valeur. Si on continue à dire qu'ils ont le droit de faire en sorte que ça ne se reproduise pas, ça veut dire qu'on accepte, encore une fois, ce qu'on sait déjà, c'est que la vie de certaines personnes ne compte pas. Et donc, du coup, on est dans cette grande hypocrisie, ce grand double standard qui s'illustre à tous les échelons sur la scène internationale, où t'as un pays, une communauté, un peuple qui est complètement dévalorisé et qui, malgré tous les grands discours des uns et des autres, qui sont plus ou moins à la faveur de... À part ceux qui vraiment sont vent debout, comme l'Afrique du Sud, l'Irlande et quelques pays qui, du coup, essaient de se battre pour la Palestine, en fait, on avance, quoi. Et c'est déprimant. Et c'est déprimant. Et moi, par exemple, face à ça, en tant qu'être humain, je comprends pas qu'on puisse être complètement neutre et qu'on comprenne pas qu'il y a un gros problème d'inégalité de pouvoir et qu'il y a des victimes qui sont vraiment, mais vraiment incroyablement touchées et depuis des décennies. Je pense que les gens comprennent. Après, tu as des personnes qui le diront jamais face caméra ou qui le diront pas dans un dîner de famille parce qu'il y a la pression. Et ça aussi, il faut l'accepter. Maintenant, après, c'est se dire, est-ce que tu as envie de te regarder dans le miroir à un moment donné, tu vois, Après, je pense que ce qui est bien avec les réseaux sociaux et aussi les journalistes indépendants, c'est que ça force tout le monde à se mettre devant le miroir et se dire, bon, ok, voici ce qui est. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que right is right, wrong is wrong. C'est ça. Après, ils vont te dire, oui, il y a de la nuance. On peut apporter de la nuance, je pense, mais je suis convaincue, Anan, qu'on a cette loi, tu sais, spirituelle qui est inscrite en nous, et morale qui est inscrite en nous dès notre naissance. Alors tu peux l'appeler comme tu veux. Enfin, moi j'appelle ça la loi spirituelle parce que je suis croyante et je suis chrétienne pratiquante. Tu peux l'appeler comme tu veux. Et c'est la raison pour laquelle quand on ment, on sait qu'on est en train de mentir. Quand on se ment à nous-mêmes. Voilà, on se ment à nous-mêmes. Ou quand tu commets l'adultère, tu sais que tu es en train de commettre l'adultère, etc. Donc que les gens viennent pas nous sortir du bull. En fait, cette histoire, c'est biais. Toute cette histoire, c'est du biais. Après, et d'ailleurs, en général, quand tu as des conversations, j'en ai pas eu des tonnes, hein, parce qu'en général, les personnes qui me suivent sont plutôt pas trop sionistes. Mais je veux dire, en général, quand tu as des conversations comme ça avec des gens qui sont ouverts à la conversation, très vite, ils sont en cours d'argument. Hein. Parce que comment tu justifies ça? En fait. Mais c'est... Oui, quoi, sous les hôpitaux, dans les écoles, dans les camps de réfugiés. Non, enfin, à un moment donné, si tu veux pas comprendre qu'il y a un autre dessin, un autre agenda qui était déjà là avant et ils ont, du fait de cette attaque-là, qui a eu effectivement, qui a causé des morts et c'est déplorable du côté israélien, ben voilà, ça y est, c'est carte blanche. Et vu qu'on te donne carte blanche, ben, tu pousses. Et là, Israël, ce qu'ils font, c'est, on va faire le max. Mais c'est ça. On va faire le maximum. Et puis, le projet, c'est le même projet à mon avis, qu'en 48, que tu aies des gouvernements plus ou moins extrêmes ou pas, parce que c'est vrai qu'il y a eu des petites variations, mais globalement, le projet reste quand même d'agrandir le territoire au maximum et de dépeupler Gaza de sa population. Et ça, si on veut pas l'admettre, ben comment tu... Enfin, moi, j'aime bien, c'est vrai, je suis un peu maso, je perds mon temps à parler, tu sais, avoir des dialogues de sourds avec les gens, mais sur certains points là. Quand ça me fatigue, je dis OK, bon. Peut-être qu'ils misent aussi sur ça, hein, sur le fait qu'on va conclure sur ça pour passer au dernier sujet qui va être rapide. Ouais, mais je pense qu'ils misent sur le fait que les gens vont être fatigués. Et ça, enfin, moi, je comprends totalement. C'est qu'à un moment donné, tu passes même Toi, tu fais un travail énorme sur ce que tu couvres, les liens que tu fais aussi avec les puissances africaines qui soutiennent cette atrocité-là et tous les jeux politiques. En tout cas, qui vont dire qu'ils sont... pour la cause palestinienne, mais à côté, il y a d'autres causes. Quoi. Et c'est beaucoup de pays, en fait. Voilà, mais à un moment donné, moi, je sais, par exemple, qu'il y a des fois, j'ouvre Beyond the Voice et ta page aussi, personnelle que je suis, et des fois, ces trucs-là, je passe, Anan, parce que mais je comprends. Je suis fatiguée, en fait. Non, et je me demande si en fait, Israël mise pas sur ça, sur la fatigue mentale, clairement, l'usure... C'est connu qu'on est, en tant qu'être humain, on a de l'empathie et on est ému par des choses
autant que faire se peut. Et au bout d'un moment, on normalise les images atroces et ça s'applique à ça et à toutes les autres crises humanitaires, que ce soit la RDC. T'as déjà vu, tu te dis, bon, de toute façon, eux, ils meurent depuis 20 ans. C'est horrible de dire ça. Je le pense pas. Non, mais c'est... Mais c'est vrai que... C'est réel, c'est pour ça que moi, je le dis tout le temps. Je respecte tellement les personnes qui dédient leur vie à ça. C'est-à-dire que c'est un combat, c'est de faire en sorte que tu continues à penser, que tu continues à être outré, que tu continues à être en colère, que tu continues à résister, à ne pas accepter qu'on opprime un peuple. Et ceux qui arrivent à faire ça, c'est un travail de longue haleine, c'est un marathon. Vraiment, même moi, ça m'épuise. Ça m'épuise moralement. Mais même quand je me dis, bon, tu sais quoi, en même temps, c'est bon, ça va, quoi, ça sert à rien. Après, non, t'as de l'éthique quand même. Il y a 2 jours qui passent, et puis je me dis, non, mais attends, il faut que j'aille voir qu'est-ce qu'ils ont. Après, ça c'est déprimant. C'est déprimant, for sure. Alors, dernière partie. J'ai regardé, je te disais, l'interview d'Alain Foka qui a donc, lui, quitté RFI après des bons et loyaux services de très longues années. Et il a dit une chose dans cette interview-là, donc qui poste sa démission. Il a dit aujourd'hui, c'est important pour tous les journalistes du monde de créer des cadres narratifs qui nous ressemblent sans complaisance et sans condescendance. Est-ce que c'est le même constat que tu fais aujourd'hui après la fin de France 24 ? 100%. Je suis absolument d'accord. Sans complaisance, parce que comme je pense que ce qu'il voulait dire, c'était qu'il faut faire un travail de rigueur. Toujours avoir sa boussole. C'est pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On est là pour informer. On essaie de le faire de la manière la plus éthique possible, avec cette responsabilité qui te revient d'être créateur d'informations et diffuseur d'informations. Donc, complaisance, voilà, c'est sans complaisance. Et condescendance, parce que, oui, je pense qu'il a raison. C'est-à-dire qu'on a toujours su qu'il y avait malheureusement un regard qui était particulier sur nos contrées, à raison, à tort. Tu vois ce que je veux dire ? Qui, parfois, nous volent de notre dignité ou de notre... tu vois ce que je veux dire ? De notre... je sais pas comment on dit ça, agency, tu vois je sais pas dignité. Comment le dire voilà. En français. Ouais. Bon, après, tu pourras peut-être le mettre si tu trouves ton intégrité, enfin, tu sais, ta marge de manœuvre, ta capacité de faire, quoi. D'être agent, en gros. Pas passager, mais agent. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des voix qui, du coup, surtout, par exemple, quand on veut raconter l'Afrique, ou les problèmes africains, les problématiques africaines, qui émanent, du coup, du continent, en sachant que, encore une fois, être africain, ça veut dire plein de choses différentes. On n'est pas un monolithe, comme aucun... Déjà, c'est 54 pays. Ce n'est pas un pays, hein. Déjà, en plus du fait que c'est une diversité de pays, de nations, de cultures, de ce que tu veux, même dans chaque pays, tu as des différentes perceptions du monde, de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. D'ailleurs, je pense que ce qui est propre à beaucoup d'Africains, c'est de s'asseoir, faire le grain. Chacun dit quelque chose d'autre, on a tous des opinions, mais on n'est pas tous d'accord. Donc, pour refléter c'est la diversité même de façon de voir les choses, mais quand même de le faire pour nous, parce que c'est vrai que nous, on n'avait pas ça avant. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux nous aident à ça. Et c'est vrai, c'est bien qu'il encourage d'autres à le faire. Après, moi, je suis très pro création de contenu. Je pense que le fait que ce soit un peu ton métier, que tu connaisses un petit peu les méthodes, les règles qui vont avec, c'est important. C'est pour ça que j'aime bien que les journalistes, quand je dis de métier, ça veut pas dire que tu as été à l'école, hein, mais qui ont appris en tout cas le métier, le fassent et soient des créateurs de contenu. Et après, bon, il faut savoir faire la part des choses aussi entre ça et ce qui est pas de l'information, mais de l'opinion. Ça. Donc voilà. Finalement, pour clôturer cette interview, est-ce que tu penses que le journalisme indépendant, la création de contenu, ce sont des vraies armes pour lutter contre la propagande, comme contre la fake news et tout ce qu'on subit actuellement ? Moi, Est-ce que c'est l'avenir du journalisme ? Écoute, c'est même pas l'avenir, c'est le présent. Ouais. Si on est honnête. Encore une fois, on va revenir sur cette crise israélo-palestinienne. Pas parce que je suis obsédée par ça, mais parce que c'est... Et tu es obsédée par ça ? Peut-être un petit peu. Non, mais parce que c'est aussi un peu le sujet qui révèle toutes ces choses-là. Enfin, qui, je trouve, a révélé beaucoup de ces choses-là. Quand tu vois, par exemple, que... moi aujourd'hui, quand je veux vraiment m'informer, à part peut-être pour Al Jazeera, parce qu'ils couvrent énormément et qu'ils sont des journalistes encore qui sont sur place... Après, on te dira Al Jazeera, tu sais... C'est le Qatar.
fine. Ils sont musulmans, blablabla. D'accord, dans ce cas-là, on va dire pareil tu vois, des médias occidentaux. Mais pour autant, vous regardez. When there's smoke, there's fire. Non. Je suis pas en train de dire qu'Al Jazeera, c'est que tu peux pas dire qu'il y a des intérêts derrière ou des influences. Bien sûr. Mais en termes de couverture de ce sujet-là en particulier, bon, ils sont plus présents. Et ils font une couverture non-stop. En plus, après, c'est à toi de... Aussi, encore une fois, tu ne te réfères pas à une seule source d'information. Je suis d'accord. Et la deuxième chose, c'est que plus qu'Al Jazeera même, je vais vers les sources primaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les réseaux, ceux qui nous ont montré ce qui se passe à Gaza, ce sont des Gazaouis qui sont sur place et qui te montrent. Et les images ne mentent pas. Bon, en tout cas, pas pour l'instant. L'IA va changer ça bientôt, mais non, pour mais c'est pas bientôt, c'est déjà le cas. Oui, non, mais encore. Mais le live, encore le live, c'est difficile. Tu n'arrives pas, tu peux pas trop faire ça, parce que le live, tu le vois. Mais ça va changer malheureusement. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a vraiment des vraies alternatives qui nous permettent d'avoir la vérité primaire depuis le terrain, et c'est une belle chose. Après, les fausses informations, elles n'émanent pas que de l'establishment. Hein. Ça aussi, c'est aussi un terrain de fausses informations. Et faut le savoir aussi. Faut être sceptique, comme tu dis. Ouais, sceptique de tout. Tout et tout le monde. Même et ma mère, des fois, me dit, mais Gigi, il faut quand même bien faire confiance un peu aux gens. Je dis... Ah, mais de manière mesurée. Voilà. De manière mesurée. Et moi, je pense même, je dis ça même pour moi, hein. Je fais du contenu, honnêtement. Je fais du contenu que j'estime fiable, mais je pense que toute personne qui veut s'informer dans ce monde, qui est complexe et qui est régi par tu vois, tout ce qu'on sait, tous ces systèmes-là, si t'as pas un petit minimum de scepticisme, là, tu t'en sors pas. Je suis d'accord. Je pense que le scepticisme est l'ingrédient, je pense, incontournable si tu veux continuer à cultiver ton critical thinking. C'est ça. Et ça, c'est ultra important. Sens. Bon, un mot de la fin avant qu'on passe au jeu. Ok. Un mot de la fin. Ah, c'est mon mot de la fin. Oui. Je vais juste, peut-être, pour continuer sur le sujet de l'information, du journalisme indépendant, pardon. J'ai l'impression d'avoir eu un discours qui est ultra pessimiste sur la marche des choses, mais c'est normal parce qu'on vit des moments qui sont difficiles. Je trouve pas, mais go ahead. T'as pas l'impression que j'étais pessimiste? Pas du tout. Mais je pense qu'il y a de très très bonnes choses qui se produisent, que ce qui moi en tout cas me donne qui me met du baume au cœur et qui me donne de l'optimisme aussi et de l'espoir, c'est le fait que les gens sont quand même si ils sont fatigués parfois de l'information, et que c'est vrai qu'on peut être surinformé, qu'on n'a pas besoin de tout savoir tout le temps. Il y a quand même une volonté de comprendre un peu les choses, d'aller au-delà de ce qu'on te donne et qu'on te livre un peu comme ça, en mode clé en main, et que j'ai l'impression quand même il y a un petit éveil. C'est pas à toutes les échelles, dans toutes les communautés, dans tous les pays du monde, mais cet esprit critique, j'ai l'impression qu'il se cultive en tout cas par endroits, et c'est la preuve qu'on peut pas si manipuler que ça. En fait, on est manipulé, mais il y a aussi il y a des moyens, des moyens de baliser. Et je suis confiante dans le fait que beaucoup de personnes s'intéressent donc à la création de contenu et au journalisme fiable et crédible, et qui le proposent surtout de manière gratuite ou moins accessible, tu vois. Oui, complètement. Et comme je te disais, moi je suis très optimiste et je suis contente d'avoir le journalisme d'indépendance, et je sais que ça va continuer, ça va boomer en fait, parce qu'il y a un vrai besoin. Et donc il faut contrepoids, de toute façon, il faut des alternatives. Exactement. Donc je pense que t'es au bon moment, t'es au bon endroit au bon moment. Que Dieu t'entende. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'ailleurs pour la suite? Écoute, pour la suite, c'est que parce que bon, on est quand même sujet, j'ai pas eu le temps de parler des difficultés, mais on est sujet aux algorithmes, voilà, on parle comprendre beaucoup, un petit peu comment est-ce que notre contenu va avoir du reach, enfin de la visibilité. On est sujet aussi à ne pas, moi j'ai pas envie de tomber dans le sensationnalisme, dans le clickbait, et je sais que parfois ça fonctionne comme ça. Et de temps en temps, tu vas faire un sujet que tu sais que les gens vont y aller parce que
c'est un peu le buzz. Mais moi, je suis pas fan de buzz. J'ai envie de rester sur des... Oui, je sais, c'est un peu Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux et tu le trouveras in due time. Voilà, donc moi, alors il faut me souhaiter de trouver la formule pour que la communauté continue à grandir et que ce soit un projet viable et qui prenne de l'ampleur. Ok, donc je te souhaite de trouver le bon équilibre tout en continuant de faire ce que tu aimes et ce qui apporte de la réelle valeur, et c'est-à-dire c'est le journalisme d'investigation, le journalisme en profondeur, les études que tu fais, mais que tu trouves le bon équilibre. Oui. Voilà, pour continuer de toucher les personnes aux quatre coins du monde et pour faire grandir ta communauté. Mais les gens qui sont pour toi viendront pour toi. Mais trouve un bon équilibre. Parce que je pense que autant tu es sérieuse, autant tu es super fun. Donc trouve l'équilibre entre les deux. Voilà. Oui, surtout qu'en plus, pour le coup, autant je parle beaucoup de politique, autant je parle de toutes les autres choses qui sont beaucoup plus légères. Hein. C'est pas le seul aspect de ma personnalité. Exactement. Je vous promets, il y a d'autres choses. Mais bien sûr, tu verrais des épisodes sur ce podcast, je te dis mais Gigi, je pensais pas qu'elle était comme ça. J'ai vraiment des épisodes qui sont très légers. Oui, voilà. Et c'est vrai que c'est un équilibre à trouver. Voilà. C'est important aussi. Je te souhaite de trouver l'équilibre qui te correspond. Merci. Okay. Merci. Bon, on passe donc du coup à la dernière phase de l'interview. Yes. J'ai 2 jeux. Donc le premier jeu, c'est tu vas te prêter également à l'exercice de laisser une question, une citation pour le prochain invité. D'accord. Ou la prochaine invitée. Et après, j'ai un jeu de cartes qui est un jeu... Donc, c'est le jeu en face de toi. En face de toi, c'est un podcast. Donc, ok. Ouais. Donc, qui a pour objectif d'évoquer plusieurs sujets qui tournent autour de la relation homme-femme. Mm-hmm. Et en fait, ils ont lancé le jeu parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que leur communauté n'arrêtait pas de demander en fait le jeu, donc c'est demander, c'est servi. Et là on est sur la saison 2 du jeu. Okay. Les questions rouges sont les questions spicy. Ok. Donc c'est des questions de couple, des questions liées au sexe. Ok. Et les questions bleues sont un peu plus soft. Tu as un joker que tu n'utilises qu'une seule fois. D'accord. Et je me prête aussi au jeu parce que voilà, on le fait ensemble. On le fait ensemble. Ok. Super. Donc première chose, citation ou question. Alors, j'ai plusieurs citations, mais ça m'énerve, j'ai pas envie de mal les dire. Ça peut être une question. Une question. Up to you. Le problème avec les gens trop intelligents, vous réfléchissez trop. Non, mais j'avais la même. Non, mais c'est gentil déjà. C'est vrai que je suis toujours en train de je voulais faire un truc haut niveau, tu sais. Alors, on peut faire un truc léger, tiens, on va faire. C'est pas léger du tout, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est quoi pour toi ou pour vous, je sais pas du coup, est-ce que je dois vous voyez ou tutoyer cette personne-là, la définition de la paix? Ok. D'accord. C'est noté. Ok, je te laisse ouvrir le bal. Du coup, je choisis soit une bleue, soit une... Absolument. Merci, je me disais, bon, peut-être qu'elle va rester un peu dans la mesure. Non, je vais montrer que... Je voudrais juste pas que ma mère regarde. Pardon, du coup, je dois revenir là. Non, à quel moment, du coup, c'est à moi, je te pose la question? Non, je me la pose à moi-même. Ok, et tu réponds. Et je réponds. Okay. À quel moment dans une relation peux-tu raconter tes problèmes intimes à ta partenaire? Je pense qu'il n'y a pas de règle. Hein. Ok. Il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que je dirais... Enfin, oui, peut-être qu'il y en a, mais c'est-à-dire que ce n'est pas une question, en tout cas, d'ancienneté. C'est une question de confort et de confiance. Non? Un petit peu peut-être pas au début, non. Ouais, parce que j'allais dire, tu te vois une semaine, 1 mois, 2 mois raconter que que t'as eu des rien qui va? Non, mais que t'as rien qui va ou que t'as été violée par un oncle. Tu vois, des trucs profonds. Tu comprends par problème intime? Ça peut être un problème intime qui est très profond, ou ça peut être, je sais pas, moi j'ai perdu mon père, ma mère. Entre toi et ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Oui, non. Alors oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a des relations qui avancent très vite. Tu vois ce que je veux dire? Moi, par exemple, j'ai connu mon mari, on était fiancés au bout de 6 mois. Et on s'est mariés au bout même pas 1 an. Donc, c'est-à-dire que il y a eu des relations précédentes que j'ai eues qui étaient beaucoup plus longues à se construire. Donc, j'ai envie de te dire que peut-être qu'on abordait des sujets
profond assez rapidement, quoi. D'accord. Ok, ouais. Ça C'est dépend pour ça que je dis vraiment. qu'il n'y a pas de... C'est Ça dépend vrai. du confort, de la confiance que tu as pour la Ouais. personne, Du feeling aussi. du feeling. Ok. Moi, je suis pas impulsive, mais un peu spontanée sur ces choses-là, quand même. Autant je suis réfléchie sur plein de choses, mais pas... Et toi? Ah non, je suis pas... Moi, donc c'était. Moi, je pense que j'aurais attendu un peu parce que je suis une éternelle sceptique. Et en fait, I'm always giving the side eye, like, Genre, je sais I pas don't si know. t'es là, Voilà, tu vas tu rester, sais, c'est un si peu t'es mon là. côté control freak, tu vois. Ah ouais. Donc, ok. je fais Non, moi, je suis là, j'avance seulement. avec beaucoup de précautions. C'est marrant parce que, ouais, c'est vrai que dans la vie personnelle, je suis différente. Alors, tu découvres que ton partenaire est bisexuel. Tu fais quoi? Moi, je ne peux pas partager la personne que j'aime. Oh, mais bisexuelle, ça veut pas dire que tu la partages. Bah, si elle est bisexuelle. Non, ça veut dire qu'elle a une orientation sexuelle qui est double, Oui. mais ça veut pas dire qu'elle va te tromper ou qu'elle va aller Non. voir quelqu'un d'autre. Alors, je suis d'accord quand Tu vois tu ce que je dis veux dire que ça ne veut pas dire qu'elle va tromper. Mais il y a une forte possibilité qu'elle soit... Qu'elle ait envie d'autre chose. Voilà, qu'elle a envie d'autre chose. Donc là, c'est vraiment the relationship is in a jeopardy. Oui, toi, tu penses que c'est quelqu'un qui te dit, enfin, qui est bisexuel, n'est peut-être moins, qui va être moins sujet à la fidélité. C'est Peut-être. pas forcément une fidélité. J'estime en fait que si une personne est bisexuelle, s'il découvre qu'il est bisexuel, déjà comment il a découvert qu'il était bisexuel s'il n'a pas tenté? Comment mais avant il toi. estime? Non, mais là, la question, Ok, d'accord. elle est, tu découvres, donc c'est moi à ce moment-là qui Ouais, je non, découvre. Comment est-ce que je le découvre? Première question. Ça, c'est compliqué. C'est le comment, tu Comment vois. est-ce que tu découvres? Déjà, première question. Donc, en fonction du comment, c'est... Ok, on va dire que si on enlève le fait que là, il est déjà passé à l'acte, parce Ok. que s'il est déjà passé à l'acte, moi, je me retire. Ouais. S'il n'est pas passé à l'acte et que je Je te dis, j'ai des découvre- envies, en gros. Voilà, et que je vois qu'il a des envies et tout, je me dis, il y a un problème. C'est pas une situation pérenne. Puis, j'avoue, ça créerait de l'anxiété, en fait. Non, c'est pas une situation pérenne. Je vais pas me mentir. C'est-à-dire que, Non, en fait, pour moi, ça va finir, mais si je reste là, c'est juste parce que je suis en train d'attendre, tu vois, je suis en train de retarder l'échéance. Mais D'accord. l'échéance sera la même, Ouais, non, mais je peux comprendre. Honnêtement, selon c'est moi. pas- Tu continues? Allez. Ok. J'ai l'impression d'être replongée dans ma période Les femmes d'ici. Quels sont les avantages et les inconvénients de la polygamie? Alors là, Je donnerai mon avis aussi dessus. Ça sera un... moi, un ça peu serait flemme. marrant. Je sais que les gens qui vont me dire, ah, t'es pas africaine. Parce que... Les avantages. Bon. Les avantages, j'en sais rien. Je suis pas dans un mariage polygame. Il faudra demander à une femme qui est polygame. Ok, dans un mariage polygame, qu'est-ce qu'il y a comme avantage? J'imagine peut-être que pour un homme, par exemple, ça peut être, surtout si on est dans un schéma traditionnel, il y a un côté pratique, un côté logistique où tu peux peut-être retrouver plusieurs choses chez deux femmes différentes ou trois ou quoi. Honnêtement, je sais pas. Quoi d'autre? Oui, c'est vrai que ça peut être enrichissant. Moi, je connais, par exemple, au Niger, il y a quand même de la polygamie. Je sais qu'il y a un de mes grands-oncles qui était polygame. Il avait deux de ses coépouses qui étaient meilleures copines. Et non, mais je sais, hein. Non, je sais que ça te paraît improbable et pas possible. Mais je te parle d'un exemple. J'en ai pas 12 000, c'est le seul. Et je sais que les enfants aussi s'entendaient super bien. Et ils ont grandi vraiment dans une sorte de délire trop cool et tout. Girl. Non, mais moi, personnellement, jamais. Genre, mais je te dis juste que peut-être dans un système utopique, c'est une belle grande famille. Maintenant, moi, je te donne mon point de vue personnel. Ouais. C'est que, en fait, je pense que... Alors, est-ce qu'on était né pour être polygame ou monogame? J'en sais rien. Je veux dire, de manière biologique et naturelle. Ça, franchement, je peux pas dire. À l'âge de Pierre, je pense qu'ils avaient d'autres pratiques. Mais entre-temps, là, on a créé une société qu'on considère comme civilisée, et on s'est rangé dans la monogamie, et on est devenu jaloux, et on est devenu exclusif. C'est vrai, et on comprend l'amour comme ça. Je trouve que c'est juste des problèmes, en fait. C'est des problèmes, c'est créer des compétitions dans des sociétés où tu vas mettre donc du coup deux femmes en compétition l'une avec l'autre. Ça peut avoir un impact sur les enfants.
Et puis en plus, même en termes de temps de qualité que tu accordes du coup à l'une et à l'autre, et donc à une famille versus l'autre. En fait, pourquoi c'est que des emmerdes pour moi? Je vois pas. Ouais. Je vois même moi, pourquoi un homme voudrait faire ça en fait. Moi, je partage. Moi, je l'assume. Je suis contre la polygamie. Non, mais pour moi, il n'y a pas d'avantage ni d'inconvénients. Il n'y a que des inconvénients. Et je pense que pour les gens qui sont dans les commentaires et qui vont regarder cet épisode, je vous invite à lire vraiment le livre de Djali Amadou qui s'appelle Les Impatientes. Je ne sais pas si tu l'as lu. J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas lu. Mais lisez Les Impatientes parce que ce qui est bien dans Les Impatientes, c'est que tu as trois personnages femmes, 3 situations différentes. Et dans ce livre-là, moi, je suis de culture musulmane parce que mon père était musulman. Ce qu'elle dit, c'est juste la réalité. Moi, je l'ai expérimenté. Et quand tu lis ce livre qui est une réalité, parce que je l'ai expérimenté, donc je peux dire que c'est une réalité, pour moi, il n'y a que des inconvénients à la polygamie. Ouais. Et moi, c'est juste, t'es polygame, ok, bye. Next. Non, mais et puis en vrai, aujourd'hui, c'est quoi la polygamie? C'est juste une excuse pour tous ces hommes. Alors, les gens qui vont dire en commentaire, oui, mais si c'est pour qu'il ait des relations, une armée de maîtresses, qu'il ait une armée de maîtresses. Il n'y a pas de problème. Je veux pas la polygamie. Non, mais puis pourquoi pourquoi pas du principe que si jamais tu n'es pas polygame, ça veut dire qu'il faut que tu aies une armée de maîtresses, en fait. Ça, c'est l'autre truc. C'est des raccourcis, en fait. C'est pas impossible d'être fidèle si on veut l'être. Hein. Ça, c'est la première chose. Après, si tu veux pas l'être et que ta femme, elle est d'accord que tu ailles voir ailleurs, ça, c'est autre chose. Mais la polygamie, pour moi, c'est plus de problème qu'autre chose, dans les deux sens. Je suis d'accord. Bon, on arrive à la fin de l'épisode. Je vais te donner tes cadeaux. J'offre toujours des cadeaux aux gens qui viennent. Pour ça. Alors, pourquoi j'offre des cadeaux? Parce que bon, je me dis que c'est la moindre des choses. C'est des cadeaux sarcastiques des fois et des vrais cadeaux. Donc, en ce qui te concerne, on va te donner des cas quoi. Non, il y a toujours un cadeau sarcastique parce que je te dis, dans ce monde de brut, un peu de douceur. T'as raison. Donc, je vais te donner tes cadeaux. Ding, ding, ding. Tu fais ça à chaque fois, dis donc. Ouais. Tu me dis, j'ai déjà fait des interviews où on m'a donné des cadeaux, mais quand même, merci. Alors, ce premier cadeau, c'est le cadeau sarcastique. Ok. Et deuxième cadeau, pardon, je disais en interview que tu es maman d'un bout de chou qui fait fondre toute la toile, moi qui ai la toile. Et je me suis dit, il faut absolument que je prenne un petit truc. C'est pour lui. Oui, c'est pour lui. Donc tu verras que bon... Comme sa maman est intelligente et que sa tata ici est intelligente aussi, on lui a pris un petit truc pour développer son intellect. Ah, c'est génial. Donc, c'est pas des vêtements. Non, c'est pas des vêtements. Non, mais c'est top, c'est mieux. Je me suis dit, vas quand même pas faire ça, non, tu vois. Mieux. En plus, il grandit trop vite, je suis sûre que t'aurais pas la bonne taille. Donc, voilà, là, je pense qu'il y a un peu de marge de manœuvre. Il va pouvoir l'utiliser pendant un moment. Donc, je vais pouvoir rentabiliser aussi le prix. Merci, vraiment, ça me touche énormément. Voilà. Alors, est-ce que je les ouvre là ou pas? Alors, attends, non, mais ces dames, elles mettent le ticket partout. Oh my God. Là, c'est du direct pur. Hein. J'enlève le ticket. Tu m'excuses. Heureusement, parce que quelque chose m'a dit, j'avais pas regardé. Quelque chose m'a dit, regarde quand même s'il n'y a pas le ticket. T'as vu mon scepticisme? Heureusement. Est-ce qu'on les ouvre ici? Oui. Tu peux ouvrir le cadeau sarcastique. Donc, tu es une femme mariée. Donc, je me suis dit, ce t-shirt-là pourrait être sympa. On my wife's life. J'adore. Alors, on va traduire pour... oui, c'est ça. Pour l'audience. L'audience francophone, ça veut dire... qu'en gros, je suis toujours en train de l'emmerder, quoi. C'est ça. Et en vrai, c'est bien, ça me sied pas mal parce que, en fait, j'ai vraiment je l'adore, hein, mais il aime bien m'embêter. C'est ça. Et comme moi aussi, je suis mariée, je me suis dit, mais ça serait génial. En fait, c'est notre lot à toutes. Même si je suis sûre qu'il pourrait dire la même chose. Mais merci, c'est super cool. J'en prie. J'adore. Et soit tu l'ouvres ici, le cadeau du bout de chou, soit tu l'ouvres à la maison, c'est comme tu veux. Ben non, dis-moi. Non, mais je te laisse choisir. Je suis curieuse, on va regarder. Ah oui, alors c'est emballé, donc il va falloir que tu l'ouvres. Ah ouais, elle l'emballe, j'avais oublié. Bon, c'est bon, alors on va laisser. Mais c'est un jeu, en tout cas, qui lui permet d'éveil, quoi. D'éveil, exactement. Je suis sûre que ça va être génial. Voilà. Merci. Tu me diras ce que... Je dirais, j'enverrai une photo du bébé en train de jouer.
Ça marche. Merci d'être venu, Merci Anan. à toi, merci. Les amis, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour avoir toutes les notifications. D'ici là, prenez grand soin de vous et on est ensemble au prochain épisode. À plus. Ciao. Hello, c'est encore moi. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, alors il y a quelques vidéos à moi qui vont apparaître soit à gauche, soit à droite. N'hésite pas à cliquer dessus et à continuer à me soutenir en regardant les vidéos. À plus!